Bonjour Caroline, Bonjour Isabelle. bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le protocole numéro 233 d'investigation du département d'investigation de la team Griffasie. Je vous rappelle que le protocole est composé de deux parties, une partie avec des questions fixes et une partie avec des questions libres, où je pourrais approfondir les réponses apportées lors des premières questions fixes. Et ensuite suivra une vidéo de Calogero Griffasie où il expliquera les tenants et les aboutissants de ce que sont les investigations. Caroline, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de cette investigation? Je te confirme ne pas connaître le sujet, Isabelle. Ça marche. Souhaites-tu quel décompte souhaites-tu? En 5, s'il te plaît. Ok, ça marche. C'est parti. Prends une profonde inspiration, expiration par le nez. Tu laisses ton corps se détendre. Tu te laisseras guider par ma voix, uniquement ma voix, tout au long de cette investigation. Et à chaque chiffre du décompte, tu entreras un peu plus en profondeur. Ah. Wow. Tu es prête? Oui. Ok. Pendant que je compte de 1 à 3, tu visualises le système nerveux central d'une personne atteinte de sclérose en plaques. Et à 3, tu me dis comment tu le vois. 1, 2, 3. Je suis connectée au système nerveux central. Le système nerveux dans sa globalité présente des influx avec des fréquences différentes en fonction de l'avancée du système nerveux. C'est comme s'il y avait des courjus au niveau du système nerveux, plutôt la partie haute. Il y a des endroits au niveau du système nerveux où les circuits sont inversés. C'est une disjonction globale électrique au niveau du système nerveux dans ces parties. Voilà ce que je peux observer. Bien sur autre chose? Non, Ok, pas au niveau du système nerveux. d'accord. Recherche les causes ésotériques de cette maladie neurodégénérative auto-immune. Il y a des expérimentations génétiques qui sont faites à différents niveaux. Les maladies auto-immunes sont des expérimentations génétiques et la sclérose en plaques en est une en particulier, avec un type de fréquence bien particulier
Et je vois également des rayons verts qui viennent de l'extérieur, qui sont impulsés pour accompagner l'expérimentation de cette maladie auto-immune. Autre chose? Oui. Pour accompagner l'expérimentation, il y a également une disharmonie des émotions qui est induite par d'autres fréquences de couleurs. Ça va accélérer le processus dégénératif. Ok. C'est tout? Oui. D'accord. Quelles sont les conditions subliminales du corps mental d'une personne atteinte de sclérose en plaques? Dis-moi quelles informations tu perçois, toujours à mon 3. 1, 2, 3. La personne résonne avec dans son corps mental, résonne avec la fréquence d'infériorisation, infériorité. Ce n'est pas la même chose que soumission. C'est vraiment, n'a pas conscience de sa potentialité, de ses capacités, de ce qu'elle vibre en fréquence, et se ressent très petite par rapport aux autres. Donc n'a pas conscience de sa valeur. Chose. Non. Observe d'un point de vue métaphysique la relation entre la dépression et la sclérose en plaques. C'est pas la même origine. Tu peux m'en dire plus? Oui. La dépression va induire un certain nombre de réactions au niveau du corps, mais ne va pas forcément impliquer une sclérose en plaques. La sclérose en plaques peut être induite autrement que par une dépression, par un choc, par un choc profond, un trauma profond. Et ça peut être alimenté par des fréquences pour déclencher cette maladie auto-immune à plus ou moins courte ou moyenne échéance. Autre chose? Ah oui, quand je me connecte à la fréquence dépression, il y a une connexion qui s'établit avec le système digestif, une connexion très forte. Je vois moins cette connexion avec la sclérose en plaques. Elle est moins forte, cette connexion. D'accord. Autre chose? Non. Maintenant, connecte-toi au corps émotionnel d'une personne atteinte de sclérose en plaques et tu me dis comment tu le perçois. Au niveau du corps émotionnel, ce que je capte, c'est que le plexus est chaotique, disharmonieux. Et ça crée des disharmonies également au niveau du cœur.
au niveau de la gorge, au niveau de la respiration. C'est au niveau des fréquences, c'est comme si tu étais sur une attraction qui va à grande vitesse et tu fais des loopings et encore des loopings et c'est comme ça que je perçois le corps émotionnel d'une personne atteinte de sclérose en plaques. Et ça ralentit. Ça ralentit quand elle prend le temps de respirer. D'accord. Dans des endroits où il y a beaucoup d'oxygène. Autre chose? Non. D'accord. Observe maintenant le corps sexuel. Vas-y. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Plein de petites bulles. Comme des résidus de stress. Ah, c'est une partie soumise au stress, mais ce n'est pas la première qui est en surbrillance. C'est plutôt l'émotionnel, le corps émotionnel. Corps émotionnel, corps mental et ensuite le corps sexuel. Par défaut, il arrive à fonctionner, mais en automatique. Autre chose? Non. D'accord. Une interférence extraterrestre peut-elle créer ou co-créer une telle maladie? Oui, non ou seulement partiellement? Oui. Quel type d'interférence extraterrestre pourrait la générer? Insectoïde. Autre chose? Non. D'accord. Maintenant, on va passer aux questions libres. Tu m'as parlé tout à l'heure, au niveau de la globalité du système nerveux, d'une disjonction globale. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui. Il y a des fréquences extérieures qui entraînent cette disjonction, qui vont diminuer le taux d'oxygène. Et quand les cellules n'ont pas assez d'oxygénation, ça va entraîner une sorte de disjonction. C'est de cette manière que le phénomène se crée. Et la disjonction crée une disharmonie au niveau des cellules. Il y a des cellules qui sont en train de se grignoter. D'accord. Dont certaines à un niveau très fin, ce qui entraîne une perte, une diminution de motricité au niveau des membres. Qu'est-ce que tu veux dire par un niveau très fin?
Ça ne se situe pas au niveau de la peau, c'est vraiment sous les muscles que ça se déroule. C'est au niveau des nerfs. D'accord. Et si tu observes le mécanisme de la baisse du taux d'oxygène par rapport à ces cellules-là, qu'est-ce que tu perçois? Par rapport à quelles cellules? Celles qui sont grignotées? D'accord. Elles ne remplissent plus leur fonction parce qu'elles ne sont pas assez alimentées en oxygène. Il y a un niveau de stress qui est généré, il y a un niveau de stress qui est généré à l'intérieur par les fréquences des émotions, appuyées par le mental. Et également, tout ça, c'est amplifié par des ondes de couleur extérieures qui sont captées par toutes les cellules du corps de la personne. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a des endroits où il y avait des circuits inversés. Tu peux m'en dire Oui. plus? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? En fait, ça se situe sur une partie du nerf vague. Il y a des circuits inversés. Parce qu'il y a des cellules dans ces endroits qui ont besoin de beaucoup plus d'oxygène que ce qui est proposé. Il y en a certaines qui peuvent continuer à effectuer leurs tâches. D'autres qui sont comme hors du circuit. D'accord. Alors, certaines continuent à effectuer leurs tâches, mais d'autres sont comme muettes et d'autres sont comme inversées. Ce qui fait que ça crée une disjonction. Oui. Quelle différence fais-tu entre celles qui sont muettes et celles qui sont inversées? Pourquoi celle-ci? Pourquoi celle-là? Ça dépend de leurs besoins en oxygène. Ah oui, d'accord. Ça dépend de l'énergie dont elles ont besoin en fait pour fonctionner? Oui, c'est ça. D'accord. Donc de leur fonction en fait définie par l'ADN? Notamment. OK. D'accord. Et tu as fait également une différence, au niveau des courjus sur, partie haute. Tu peux m'en dire un peu plus? C'est en connexion avec la capacité pulmonaire. Plus le diaphragme capte l'oxygène fortement, moins ça disjoncte et inversement. D'accord. Et après, ça va être redistribué dans les différents systèmes du corps. Et plus il y a d'oxygénation, plus le système nerveux se détend. Mmh. Et plus les cellules sont calmes, moins elles sont stressées. D'accord. Et quelle est l'origine, du fait que c'est une partie du nerf vague qui est concernée par les circuits inversés? Pourquoi au nerf vague?
Alors pourquoi une partie? C'est également induit par des rayons extérieurs, donc des fréquences qui sont imposées sur les cellules, qui ne viennent pas du corps, qui sont donc extérieures. Et particulièrement dans ces parties parce que ça va impacter le calme et l'excitation au niveau de la personne. D'accord. Donc, tu veux dire que... Ça- Oui, vas-y. Non, non. Tu veux dire que ça fait partie de l'expérimentation génétique d'aller spécifiquement sur le nerf vague? Sur certaines parties, ça crée des dysfonctions au niveau sympathique et parasympathique. Donc, c'est pour le rôle, pour l'importance du nerf vague dans le corps humain Oui. qu'il est spécialement visé? Ok. Ok. Euh, Ensuite, tu m'as parlé d'expérimentation génétique à différents niveaux et que toutes les maladies auto-immunes étaient le fruit d'expériences. Tu peux m'en dire plus? La fréquence des insectoïdes est très présente en ce qui concerne les maladies auto-immunes. Des connexions qui sont faites entre l'oxygénation, les émotions, les pensées, le lieu de vie, la manière dont on s'alimente, le contact avec la nature. Tout ça, ce sont des expérimentations, des tests sur la planète Terre. En fonction de la fréquence de la Terre, les résultats sont différents. En fonction de la génétique également, les résultats sont différents. Ils sont plus ou moins rapides. Quand tu dis rapide, c'est l'installation de la maladie? Oui. Ok. Est-ce que le développement de ces maladies auto-immunes correspond à des génétiques spécifiques? Il y a un taux de stress à la base spécifique, à minimum, pour mettre en place ces maladies. Et en fonction de ça, en fonction du taux de stress atteint, certaines génétiques peuvent compléter l'expérimentation. Donc Ce ça n'est peut pas être toujours, Oui, c'est pas vas-y. toujours nécessaire, ça dépend véritablement du taux de stress et des fréquences lumineuses extérieures qui sont imposées sur les différents corps des sujets. Donc si je comprends bien, on peut développer ce type de maladie même sans génétique particulière. Oui, Et à l'inverse, si le taux de stress n'est pas très élevé, même avec cette génétique, on ne développera pas la maladie? pas forcément. On ne développera pas forcément, c'est ça? Pas forcément, c'est-à-dire qu'il faudra, pour vraiment développer, dans ce cas-là, la maladie, une aide extérieure avec les fréquences lumineuses extérieures. Une surstimulation, Oui, c'est ça? Ok, à un certain niveau de d'accord. fréquence. Tu m'as parlé du contact avec le lieu de vie par rapport à la déclaration de la maladie. Tu peux m'en dire plus? Oui. Est-ce que le lieu de vie est sur une zone avec une zone humide, avec de l'eau, avec des fréquences désagréables pour le corps?
comme ça peut être, hein. La Terre émet différentes fréquences. Il y a des fréquences qui ne sont pas harmonieuses pour les cellules du corps physique. Même si on a une bonne résistance, c'est pas toujours conseillé de dormir dans un lieu où les fréquences sont plombantes. Y passer, ce n'est pas gênant, mais y dormir, c'est beaucoup plus impactant. Donc oui, ça peut également contribuer à faire accélérer le développement de ce type de maladie. D'accord. Peux-tu me préciser pourquoi y dormir est impactant? C'est rester allongé un certain nombre d'heures qui crée ces disharmonies dans les cellules. Tu t'assois quelques minutes, même jusqu'à 1 heure, ce n'est pas gênant. D'accord. C'est la durée et la répétition qui créent cette désharmonie à cause des fréquences qui sont inadéquates sur ce lieu. Est-ce que tu perçois une relation entre cet impact et le rythme cellulaire particulier de ce qui se passe la nuit dans un corps humain? Ça peut ralentir la régénération cellulaire, oui. D'accord. Et est-ce que tu perçois une autre possibilité interférente que les insectoïdes pour ces expériences sur les maladies auto-immunes? Alors si c'est un plan un peu plus important, oui. D'accord. C'est-à-dire? Ça peut être un plan des reptiloïdes. Et à ce moment-là, ils travaillent avec les menthes? Oui, Donc du coup, on revient à un plan effectivement supérieur planétaire? c'est ça. OK. D'accord. Alors tu m'as dit, ensuite, tu m'as parlé de infériorité pour ce qui est de l'observation du corps mental. Tu m'as dit que c'était différent de la soumission. Est-ce que tu peux compléter? Oui, c'est le fait de se voir tout petit. C'est comme si on avait une image mentale dans le cerveau de soi en étant toute petite taille. Donc le fait de mentaliser cette petite taille, ça se diffuse dans toutes les cellules et ça diffuse une fréquence d'infériorité, qui est un facteur également important dans ce type d'expérimentation. Quand tu dis important, on peut développer ce genre de maladie, en particulier la CEP, sans ce sentiment d'infériorité? Avec, Donc il y a forcément cette émotion-là? très souvent, À quel pourcentage? 68. D'accord. Et d'où vient-elle principalement? De l'enfance. De la ligne temporelle concernée? Oui, D'accord, donc dans ces cas-là, l'interférence prévoit l'installation de cette émotion? ça fait partie de l'expérimentation. Mmh. Et du coup, comment procède-t-il? Par des rayons extérieurs ou d'une autre façon? Non, par la vie incarnée qui s'en charge. Ça marche.
Tu m'as ensuite parlé, de la dépression qui avait une origine différente, de la CEP. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu perçois entre la CEP et la dépression? La dépression, je vois une connexion avec le digestif qui est très, très importante. Je la vois moins importante au niveau, de la sclérose en plaques. Qu'est-ce qui fait cette différence? Alors je capte la fréquence des intestins n'est pas la même. Dans la dépression et dans la CEP? Oui. Donc justement, pour la dépression, quel est l'effet justement d'avoir une forte connexion, avec le système digestif? Comment ça se traduit? Ça se traduit, au niveau du cerveau. Il y a des capteurs, qui sont en connexion et ça a un fort impact au niveau, de certaines parties du cerveau. Le fait que, il y ait des dysfonctions au niveau, digestif. Digestif. Du coup, est-ce qu'on retrouve l'information que ça passe par le nerf vague? Est-ce qu'il y a un rapport? C'est plus impactant au niveau du système nerveux, pour la sclérose en plaques que pour la dépression. D'accord. Bien qu'il y ait une connexion supérieure au système digestif pour la dépression? Oui. D'accord. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu perçois du coup, par rapport aux réponses précédentes, de la relation entre la CEP et les traumas. Oui. Tu as évoqué ça tout à l'heure. Ce que je perçois dans une expérimentation avec sclérose en plaques, c'est que l'influx nerveux causé par le trauma est tellement cataclysmique pour le corps qui fait cette expérience à gérer que quelque chose en dormant se réveille immédiatement. Alors, ça se réveille, mais ça va mettre plus ou moins de temps à se déclarer dans la matière du corps. Ça reste rapide, mais c'est pas immédiat à la seconde. C'est très impactant, un traumatisme. Et quand tu dis quelque chose en dormance, tu veux dire quoi? C'est c'est comme si, pour certains, il y avait cette capacité de déclarer une sclérose en plaques à un moment donné de leur expérimentation. Pour l'instant, ça n'est pas déclaré. Les fréquences du trauma se présentent et cela génère un réveil D'accord. de Donc cette maladie. le trauma peut avoir été créé par les interférents pour développer, À un le moment les donné, cette sclérose en plaques, oui. ouais, d'accord. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de traumas que tu observes? Un accident, décès d'un proche, divorce, perte d'argent, événements extérieurs.
comme typhon, ouragan, séisme, tout ce genre de choses. D'accord. J'aimerais maintenant que tu reviennes au corps émotionnel. Oui, Tu m'as parlé d'un plexus solaire chaotique oui. et d'une disharmonie au niveau du cœur, de la gorge et de la respiration. Peux-tu m'en dire Oui. plus? C'est comme si toutes ces parties étaient en feu. Euh, c'est difficile de reprendre son souffle. C'est compliqué de respirer son émotionnel. Et même si ça n'est pas en feu, dans la matière, c'est ce que ça crée au niveau des cellules du corps. C'est comme si elle respirait en étant dans un incendie, c'est-à-dire avec complexité. Et le fait de réussir à calmer cette partie, c'est le feu s'apaise, c'est les battements du cœur s'apaisent, les arythmies s'apaisent. C'est l'oxygénation également qui est importante et l'alimentation qui est importante. Parce que l'alimentation également peut augmenter ce feu. Est-ce que tu De peux... par, Oui, de par toutes les réactions chimiques qui se font dans le corps. justement, Quand j'allais on te... respire et quand on mange, il y a des curseurs qui vont bouger, qui vont créer encore plus de chaleur, d'autres qui vont apaiser et harmoniser toutes ces parties du corps. J'allais justement te demander d'observer l'acidité du corps en relation avec tous ces effets. L'acidité, quand la chaleur est présente, le corps est très acide dans cette situation. Et il a besoin de s'inverser au niveau de la chimie pour retrouver son harmonie. C'est pour ça que l'oxygène est si important. Et l'eau également est importante, la qualité de l'eau. D'accord, tu peux m'en dire plus? La qualité de l'eau est importante, elle va apaiser tous les systèmes du corps. Elle va apaiser l'acidité également. C'est connexe à l'oxygénation. Est-ce que tu peux me détailler cette relation connexe? Oui. Les cellules ont besoin de respiration calme. Quand ces respirations calmes sont effectuées près de la mer, ça régénère encore plus ces parties du corps. Donc, quand tu me parlais de qualité de l'eau, c'était par rapport à l'eau de mer? L'eau qui est ingérée Oui. d'abord.
Et également, l'eau de mer apporte une belle harmonie sur ces parties du corps. Et alors, quels sont les éléments nécessaires pour avoir une eau ingérée de nature à améliorer le fonctionnement du corps dans ces cas-là? Et une eau avec le moins de résidus possible. Tu peux préciser? Oui, une eau de consommation avec le moins de résidus possible. Et la mer également apporte un complément pour régénérer les cellules. OK. J'aimerais maintenant que tu, reviennes sur tes perceptions du corps sexuel. Tu m'avais parlé de petites bulles. Oui. Est-ce que tu peux me dire de plus sur l'action au niveau du corps sexuel en cas de CEP? Alors, ça correspond à des zones acides, les petites bulles. Et c'est pas parce que c'est acide que le corps sexuel dort, est inactif. D'accord. Euh, les connexions au niveau des nerfs, tout ce qui innerve ces parties, sont diminuées, mais elles ne sont pas inactives. Ça dépend si c'est fort ou moins fort. Mais la vie est toujours présente. D'accord. Est-ce que tu, perçois un effet sur, la créativité? Un ralentissement D'accord. sur la créativité. Et comment tu l'observes précisément? Par quel mécanisme? Une fréquence qui se diffuse. D'accord. Est-ce que tu perçois de la même façon un effet de l'oxygénation sur la créativité? La créativité, c'est plus au niveau mental et émotionnel que ça va être mis en place. Alors, j'aimerais que tu me précises la phrase quand tu dis «mis en place». Dans ce type de maladie, Mmh mh. Mmh. la créativité va dépendre de la bonne gestion du corps émotionnel et du corps mental. La jeunesse de la pensée, l'expression de la pensée et la manifestation de l'émotion et la créativité qui s'ensuit. D'accord. Est-ce que dans tes perceptions, l'oxygénation est un élément majeur dans, le soin d'une CEP? C'est très important. D'accord, alors quel autre facteur vois-tu en complément de l'oxygénation? L'alimentation, Et
Quand tu dis alimentation, est-ce que c'est parce qu'elle aussi peut acidifier plus ou moins le corps? Oui. Donc on en revient finalement à une approche sur l'oxygénation? Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc oxygénation, mais pris dans des sens plus larges que simplement respirer. Oui, et au niveau de l'alimentation, c'est la reminéralisation aussi, c'est important à ce niveau également. D'accord. Est-ce que tu veux, compléter quelque chose par rapport à la dernière réponse donnée sur, le type d'interférence extraterrestre qui peut générer cette maladie, à savoir les insectoïdes? Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ça? Ils ont différents niveaux d'expérimentation. Et les expérimentations n'ont pas forcément les mêmes objectifs en fonction de la localisation sur la planète. Donc quels sont ces différents objectifs? La longévité, la réceptivité, sont les principaux objectifs. Et le but, global, l'objectif global de ces expérimentations, c'est La quoi? soumission de l'humain et le contrôle de l'humain. OK. Et quand tu dis différents niveaux d'expérimentation, tu veux dire quoi? Tu peux préciser? Il y a des humains qui vont déclencher des scléroses en plaques légères, moyennes, fortes. Ça fait partie des niveaux d'expérimentation. Ah, d'accord. Et du coup, ils remontent des informations différentes en fonction des niveaux déclenchés? Ah oui, c'est ça. OK. Bon, nous en avons fini avec, cette investigation. Un déconnecte de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. 1, tu reprends possession du corps. 2, dans ton espace, tu installes tout ce dont tu as besoin. Et 3, tu ouvres les yeux quand tu le souhaites. Comment te sens-tu? Bien, merci. Bah, merci pour cette investigation. Et je vais maintenant laisser la place à Calogero-Griffasi pour sa vidéo explicative et je vous souhaite, une bonne journée et à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi.
Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.